continuons les fameuses vidéos sur la problématique de ton enfant qui va quitter la maison et la maison qui va bientôt être vide quelque part et cette angoisse que cela engendre chez toi. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de toi, pas trop de ton enfant, et de ce que tu peux mettre en place pour essayer de remplir ces moments où tu vas te sentir un petit peu trop seul. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Sur le site, tu trouveras des informations sur les coachings et les formations en ligne qui sont disponibles. Ma passion, c'est de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai approfondi depuis les 25 à 30 dernières années, et c'est surtout de t'aider à comprendre que communiquer, c'est essentiel. Et que lorsque tu sais communiquer au bon moment pour être entendu, tu peux enfin améliorer les relations que tu as tout autour de toi. N'hésite pas à aller voir sur le site et n'oublie pas que tu peux toujours me contacter et passer 1 heure avec moi. Je te l'offre avec grand plaisir pour discuter un petit problème que tu aurais. Aujourd'hui, nous continuons donc les vidéos qui concernent le départ du dernier enfant ou de l'enfant unique de la maison et du vide qui, dans quelques semaines, va arriver. Comme tu le sais, dans les 2 précédentes vidéos, nous avons déjà abordé certaines approches, états d'esprit dans lesquels il faut pouvoir éventuellement choisir de rentrer. Je t'ai aussi invité dans la 2e vidéo à réfléchir à des activités que tu pourrais faire pendant la période qui reste, c'est-à-dire la période avant qu'il ne quitte définitivement la maison. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons plutôt nous cibler sur le moment du départ et les quelques semaines qui vont suivre. Je sais que pour certains parents, ce départ n'est pas ressenti comme une libération. Mais oui, effectivement, tu viens de l'entendre. Moi, je l'ai ressenti comme une libération. Je l'ai expliqué dans la première vidéo, je n'ai jamais été possessive par rapport à mes enfants. Je savais que le jour arriverait où elle quitterait la maison. Et le jour où ma 2e fille a quitté la maison pour prendre son envol, pour moi, c'était quelque part une libération. Tout ce temps que je devais leur consacrer, cette disponibilité que je devais avoir quasiment tous les jours, eh bien tout ce temps, je pouvais enfin le reprendre pour moi. Alors, c'est vrai qu'effectivement, cela m'a permis de pouvoir changer quelques paramètres dans ma vie, éventuellement enfin pouvoir réenvisager, de me réinvestir dans certains autres projets, dont des projets professionnels qui étaient très importants pour moi, parce que j'avais besoin de pouvoir me réaliser, mais de ne pas me réaliser juste en tant que maman. Je suis maman, mais je ne suis pas que maman. Je suis une femme, j'ai un caractère qui m'est propre, j'ai des ambitions qui me sont propres, j'ai envie de pouvoir faire des choses, de pouvoir avoir des défis à relever, de pouvoir vivre des expériences qui ne soient pas conditionnées parce que j'ai des enfants. Je suis bien consciente que tout le monde n'a pas la même approche que la mienne. Je sais qu'il existe énormément de mamans qui ont quelque part organisé l'entièreté de leur vie autour de leurs enfants. Et donc, ce départ qui approche est un moment d'angoisse. Et l'angoisse commence pas au moment du départ, elle commence même avant, parce qu'elles anticipent déjà toute la douleur qu'elles vont ressentir. Je ne suis pas moqueuse en disant ça, mais je veux que tu comprennes que ça n'a pas de sens. Parce que, comme toutes les autres étapes de la vie, elles vont devoir se passer. Et donc, ici, je veux que tu comprennes que l'état d'esprit dans lequel tu vas te mettre, c'est un état d'esprit que tu choisis toi-même. Personne ne va te dire ce que tu dois faire. Et pas moi, ça c'est très clair. Mais je veux simplement que tu te rendes compte que si tu choisis d'être malheureuse, ce n'est pas parce que ça te tombe dessus. Ce n'est pas une fatalité. Le jour où ton enfant est né, tu savais qu'un jour il quitterait la maison. Et donc, c'est un état d'esprit que tu choisis de maintenir, alors que tu sais que cela va arriver. Mais tu peux totalement changer cela. Tu peux ressentir de la douleur, ça n'a pas d'incidence, mais tout en sachant aussi que c'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir à toi. Alors, pour beaucoup de parents, l'enfant ne sera absent que pendant la semaine. Et le week-end, il va de toute façon rentrer à la maison. Cette dynamique va être plus ou moins entre les 2. Mais pour certains parents, la cassure est beaucoup plus violente parce que soit l'enfant part pour une année complète, ça existe, il prend le choix de faire une expérience, d'aller apprendre des langues et d'aller très très loin,
Donc là, la cassure est vachement violente. Ou c'est un enfant qui va devoir aller suivre un cursus ailleurs parce qu'il a décidé de s'engager dans un apprentissage ou de suivre des études qui se trouvent loin du domicile. Et cet enfant n'aura pas l'occasion de rentrer, si peut-être uniquement au moment de vacances un peu plus longues. Donc, de nouveau, c'est un vide qui va vraiment se créer. Et tu as le temps de t'y préparer finalement. Tu le sais normalement. Quelque temps à l'avance, tu le sais quelques semaines à l'avance. Même si tu n'es pas encore certaine, parce que peut-être ton enfant va avoir une seconde session d'examen et que tu ne le sauras que 2 semaines avant son départ, tu sais que le risque est là. Alors, prépare-le. Ça ne sert à rien d'attendre la dernière minute et puis de t'effondrer dans un fauteuil en pleurs en te disant « mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ce que tu as fait, c'est que tu as attendu la dernière minute et que tu ne t'es pas préparé. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. J'ai 3 outils que je te propose d'utiliser pour pouvoir le faire. Parce que ce sont des outils qui m'ont énormément été utiles avec beaucoup de mamans. Parce que ce sont des outils qui, en dehors de la problématique et de la dynamique parent-enfant, sont utilisés lorsqu'on est face à des situations qui provoquent de la difficulté, qui provoquent de l'angoisse, qui provoquent de la tristesse. Et le premier outil, c'est d'écrire. Je voudrais que tu prennes le temps, tous les jours, à partir d'aujourd'hui, même si c'est juste 3 phrases, de l'écrire dans un carnet. Je voudrais que tu prennes le temps de laisser une trace écrite de ce processus dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Et j'ai bien dit un processus, parce que c'est une étape de vie que tu vas devoir franchir et qui va durer un certain temps. Et puis, tu vas trouver un nouvel équilibre et tu t'adapteras parce que l'homme est résilient et parce que l'homme va s'adapter. Parce que quelque part, c'est une phase de vie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mais qui va mener à d'autres phases de vie, de nouvelles phases de vie, de nouvelles dynamiques avec tes enfants qui grandissent. Pourquoi est-ce que je pense qu'il est nécessaire d'écrire? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a été démontré scientifiquement que lorsqu'on a des angoisses et lorsqu'on est stressé, surtout quand on éprouve des sentiments très négatifs, le fait de relater dans un carnet ou sur du papier, mais j'insiste sur l'idée de conservation, donc c'est pour ça que j'insiste sur l'idée de carnet et pas juste des papiers, c'est de pouvoir vider en fait ce que tu éprouves à l'intérieur en l'écrivant sur le papier. C'est un exercice qui t'apaise, qui peut calmer un peu ce moment, cette sensation, ces ressentis en fait négatifs. Et s'ils ne les font pas disparaître, ils te permettent en tout cas de les apaiser. Et je pense que dépendant du niveau dans lequel tu te trouves, il faut que tu prennes conscience que cela pourrait t'aider. Si tu ne l'as jamais fait, si tu n'as jamais tenu de carnet, si tu n'as jamais pris le temps d'écrire, je t'invite à au moins le faire pendant 1 ou 2 semaines. Donne-toi un moment de la journée, à n'importe quel moment. Tu ne dois pas obligatoirement le faire à un moment strict, mais fais-le au moment où tu y penses. Prends ce carnet, écris ces quelques phrases ou ces 10 pages. Ça dépendra de ce que tu auras besoin d'exprimer, mais prends le temps pour toi, juste pour toi, et pour écrire dans ce carnet tout ce que tu ressens. En même temps que tu fais cet exercice, et c'est le 2e outil, je voudrais qu'à la fin de cet exercice, pour t'aider à continuer à t'apaiser, tu écrives 3 gratitudes. Alors, certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle, et si tu n'en as jamais entendu parler, ou si tu ne sais pas de quoi je parle, ce sont des constats, 3 choses pour lesquelles tu es en fait heureuse parce que tu te rends compte de la chance que tu as. Ce sont des choses qui te donnent envie de dire merci. Et ça peut être le moment que tu as passé avec ton enfant, ça peut être le fait que tu as reçu une lettre d'une amie ou un email d'une amie dont tu n'avais plus d'informations depuis des années. Ça peut être le fait qu'aujourd'hui, quand tu es allé chercher le pain à la boulangère était de bonne humeur et elle t'a fait rire dans la boulangerie. Ça peut être le fait que tu reconnaisses que tu as la chance immense d'avoir une famille, d'avoir des enfants et d'avoir malgré toutes les difficultés une vraie dynamique familiale positive.
quelle que soit la gratitude que tu éprouves, cherche 3 petites choses chaque fois que tu écris qui vont te faire sourire. Et ça peut être des tout petits moments, comme ça peut être des choses plus globales et plus importantes. Mais chaque jour, tu dois trouver quelque chose de différent. Parce que c'est comme ça que tu prends conscience qu'en regardant les petites choses de ta vie, tu te rends compte qu'il y a en fait plein de petites choses positives, même si tu ressens pour le moment un sentiment plus important de désespoir, de tristesse, d'anxiété, parce que tu ne fais que penser quelque part au départ de cet enfant. Rédiger et les gratitudes. Le 3e outil, il est beaucoup plus pragmatique. Le 3e outil, c'est je t'invite à commencer à faire une liste claire de tout ce que tu faisais pour ton enfant que tu ne devras plus faire à partir du moment où il n'est plus là. Ça peut être jouer le taxi pour telle et telle raison, faire à manger pour telle et telle raison, devoir être présente pour telle et telle raison, lui accorder du temps, le petit déjeuner, que sais-je. Quelle que soit la dynamique que vous aviez, définis tous ces moments où tu ne devras plus rien faire puisqu'il ne sera plus là et qu'éventuellement tu vas pouvoir récupérer pour toi. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer la liste maintenant ? Parce que tu vas pragmatiquement commencer à penser à un truc. Tu vas faire ta liste et puis tu vas te dire « Ok, bon ben voilà, j'ai fait la liste. » Non. Tu vas te rendre compte, à travers les prochaines semaines, avant son départ, qu'il y aura plein d'autres petites choses. Et tu vas te dire « Ah bah oui, ça aussi, je vais plus devoir le faire. Ah bah tiens, ça, j'avais oublié dans ma liste. » Et tu la compléteras. Et au moment où il va partir, dans la semaine ou les 2 semaines qui précèdent son départ, je t'invite à vraiment prendre cette liste et à essayer de donner à cette liste des temps, des espaces-temps. Combien de temps est-ce que cela te prenait chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, de manière à ce que tu puisses te rendre compte du nombre de minutes, d'heures que tu vas récupérer pour toi, qui seront à remplir. Parce qu'en gros, ce qui se passe maintenant, c'est que tu dois commencer à préparer l'après. Et il est clair que je ne vais certainement pas t'inviter à t'asseoir dans un fauteuil et à te mettre à pleurer. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est justement à éviter ça le plus possible. Ce n'est pas fuir la maison, non. C'est juste se rendre compte que dans la maison, ils ne sont plus les centres de toute l'organisation, parce que les enfants ne sont plus là, ou ton enfant unique n'est plus là, mais que justement, il y a du temps, de l'espace, de la disponibilité qu'il faut pouvoir réutiliser pour créer une autre dynamique. Parce que c'est ta vie, pas celle de ton enfant, c'est la tienne, qui change et que tu dois t'autoriser à pouvoir recréer ou créer des nouvelles dynamiques parce qu'aujourd'hui, tu as envie d'autre chose. Quand je parle de nouvelles dynamiques, je vais te donner des exemples qui me passent par la tête. Ça peut être, tu décides que tu t'embarques dans l'apprentissage de la couture des couvertures en patchwork. Je peux te garantir que tu en as pour des heures de boulot. Tu décides que tu as envie de t'instruire et d'aller suivre un cours de dessin. Et puis tu vas te rendre compte que tu as envie d'un cours de peinture. Tu décides que finalement, tu n'as plus aucune obligation. Tu travailles pour le moment à 4/5e et tu vas décider de voir si tu ne peux pas recommencer à travailler à temps plein parce que comme ça, au moins, tu continues à faire quelque chose qui t'amuse énormément, tu gagnes de l'argent et tu n'es pas à la maison à t'embêter, à ne pas savoir quoi faire. Tu peux réinventer les choses comme tu veux. Tu peux aussi décider qu'à partir de maintenant, tous les jeudis soirs ou les mercredis soirs, tu invites 4 copines et vous jouez au whist ou vous faites un jeu de société. Tu peux inventer n'importe quoi. Tu peux aussi décider avec ton partenaire qu'il est temps de se réinscrire dans un club et d'aller faire quelque chose. Danse de salon, sport, zumba, je ne sais pas moi. Inventez-vous tout ce que vous voulez. Fondamentalement, c'est à vous, ensemble, à toi seul, de récupérer ce temps et de pouvoir le consacrer pour que tu puisses avoir d'autres activités. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement là-dessus ? Eh bien, c'est parce que ce départ est le début d'une nouvelle phase de ta vie. Et cette nouvelle phase de ta vie ne sera pas dirigée par des obligations qui découlent automatiquement du fait que tu as des enfants. Cette nouvelle phase de ta vie, et elle ne va durer qu'un temps, c'est pas jusqu'à la fin de ta vie, c'est une phase. C'est la phase durant laquelle tu reprends une grande liberté et c'est le moment idéal de mettre en place
de nouvelles habitudes que tu pourras continuer dans le temps. Parce que tu as encore plein d'années devant toi de vie et que ce serait quand même très triste de vivre seul, esseulé, éventuellement si tu n'es pas en couple, et de ne pas avoir d'activité. Et même si tu es en couple, s'il te plaît, construis-toi des activités sociales. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'il est démontré par tous les scientifiques aujourd'hui que pour pouvoir vivre longtemps, il y a différents critères qui sont indispensables, la santé, l'alimentation, mais surtout, et ça c'est un truc que je vois et que j'entends partout, c'est les relations sociales. Si tu observes les gens autour de toi, si tu as pu éventuellement observer des personnes âgées qui ne vivaient qu'en couple, qui n'avaient plus d'enfants depuis longtemps, qui n'avaient pas d'activité sociale et qui, l'un des deux, décède. Malheureusement, le survivant va se retrouver dans une situation qui est souvent triste. Et ce n'est pas parce qu'un des parents décède que les enfants vont se précipiter pour être plus présents avec l'autre. Et le seuil de difficulté, là, c'est que cette personne survivante n'a plus personne à qui parler. Mais malheureusement, et c'est un constat médical, il y a énormément de personnes âgées qui se retrouvent seules, qui deviennent extraordinairement aigries, parce que cette solitude, en fait, a un impact négatif sur leur état d'esprit. Alors qu'avant, elle n'était pas du tout comme ça. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que tu te rendes compte que c'est aujourd'hui, bien avant tout ça, que tu te remettes à construire une dynamique de réseaux sociaux, de relations sociales, et j'ai pas dit les réseaux sociaux sur Internet, de relations sociales avec des gens, que tu puisses participer à des groupes, que tu puisses, par exemple, faire des activités de volontariat, de manière à te rendre utile éventuellement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être les devoirs du soir, ça peut être une association qui a besoin qu'on les aide pour apporter des livres dans les hôpitaux, peu importe les activités. Si tu cherches, tu trouveras, je te le garantis. Mais ça te permettra et ça te forcera à sortir de ton isolement. Et c'est vrai que pour beaucoup de parents qui ont tellement focalisé leur vie sur leur enfant, ça, c'est ultra important. Parce que si tu ne te mets pas directement dans cette dynamique, si tu ne fais pas l'effort de la recréer, de reconnecter avec des amis, de te montrer disponible, de pouvoir justement à nouveau participer à certaines choses que tu avais peut-être mis de côté depuis quelques années parce que tu n'étais pas disponible, eh bien cela va te permettre de recréer une vie sociale. Et tu vas vite te rendre compte que lorsque tu peux mettre ça en place, tu vas te sentir beaucoup mieux. Est-ce que tu vas ne plus avoir de sentiment de solitude? Non. Est-ce que le manque de ton enfant va disparaître? Non plus. Mais tu vas le gérer différemment. Tu accepteras qu'effectivement, il y a des moments où ce vide est assez important et tu te réjouiras à l'idée qu'il soit bientôt de nouveau à la maison pour quelque temps parce qu'il sera de passage lors de vacances. Et je te garantis que tu arriveras un jour au seuil où tu te diras « Oh, mais qu'est-ce que je suis contente qu'il parte après les vacances !» Parce que dès qu'il rentre à la maison, on retombe dans les mauvaises habitudes d'avant que toi, éventuellement, tu n'as peut-être plus envie de devoir assumer. Comme par exemple, il s'imagine que tu vas continuer à jouer le taxi pour lui indéfiniment. Alors que finalement, entre-temps, toi, ça fait 6 mois que tu es toute seule à la maison et que tu as recréé des activités et qu'il y a des jours où tu n'es pas là, 2 fois par semaine, tu as des activités à certaines périodes et que, ah bah non, mon petit gars, je ne vais pas pouvoir continuer à faire le taxi. Et c'est pour ça qu'en terminant la vidéo là-dessus, je te préviens qu'on fera une dernière vidéo sur la problématique d'évolution de dynamique qui doit aussi se mettre en place à la maison quand ces enfants reviennent de temps en temps et comment ensemble vous pouvez construire une nouvelle dynamique qui va aussi demander aux enfants de pouvoir s'adapter un petit peu quand ils sont de retour. Voilà, j'espère que ça va déjà te faire réfléchir, que ça va t'aider, t'inspirer. Et je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, si tu te sens démuni, n'hésite pas à me contacter. Je peux t'accompagner pendant quelques semaines et te faire un coaching si tu en as besoin pour t'aider à vraiment reprendre ces espèces de bases qui vont te rassurer. Tu as vécu sans ces enfants pendant de nombreuses années. Tu as fait de ta vie une vie centrée sur eux pendant effectivement un certain nombre d'années, mais je te garantis qu'il est possible de vivre et d'être épanoui quand ils ne seront plus à la maison. C'est la transition qui est un peu difficile et quand elle est accompagnée, elle est un peu plus facile. Tu peux aussi me contacter pour 1 heure de coaching que je t'offre avec grand plaisir pour discuter d'un problème que tu as. N'hésite pas.
Tu peux trouver toutes les informations sur le site d'oserpartager.net. À la prochaine fois. Salut! Cette vidéo t'a intéressé? Tu y as puisé quelques informations qui pourraient être utiles? Alors pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un dans ton entourage? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore la chaîne. Et si tu veux en savoir plus et continuer à pouvoir quelque part t'informer, voire éventuellement apprendre, je t'invite à souscrire à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Tu vas me permettre de faire grandir cette chaîne et de pouvoir avoir un peu plus d'impact auprès de personnes qui ont vraiment besoin d'un peu de soutien. Merci beaucoup!